Se soigner est-il devenu un luxe aux États-Unis? De plus en plus d'Américains font des appels aux dons sur Internet pour payer par exemple leur opération du genou ou leur traitement contre le cancer. Pour de nombreuses familles et malgré la réforme du système de santé de Barack Obama, il reste impossible de payer les honoraires des médecins et les factures des médicaments. Alors les réseaux sociaux sont-ils plus efficaces pour se faire soigner qu'une assurance maladie? Nous avons voyagé dans un monde où le patient est devenu un client et la santé un business comme un autre. C'est le document de Sophie Roland. Montauk, c'est l'Amérique côté chic. Une station balnéaire où les riches new-yorkais aiment venir passer le week-end quand les beaux jours arrivent. David Hales y est architecte. Il a un salaire confortable. Et pourtant, depuis 8 heures ce matin, il fait la quête auprès des commerçants de la rue principale. Bonjour, je m'appelle David. J'organise une tombola. Une tombola dont les profits n'iront ni à une association ni à une ONG, mais à cet homme, Robbie, 51 ans, l'oncle de David. Je peux mettre l'affiche ici? Sans l'argent de la tombola, Robbie ne pourra pas payer la facture des 10 semaines qu'il a passées à l'hôpital pour soigner une grave infection pulmonaire. Je vous ai fait un bon d'achat de 35 €. Super, merci. Au revoir et bonne journée. En une journée, David a déjà récolté 80 bons d'achat pour une valeur de 7 000 €. Bonjour. Ce que vit mon oncle peut arriver à tout le monde, donc les gens sont réceptifs. Aux États-Unis, l'équivalent de notre sécurité sociale n'existe pas. Pour être remboursés de leurs frais médicaux, les Américains sont donc obligés de payer des assurances privées qui coûtent en moyenne 400 € par mois. Ceux qui n'en ont pas les moyens n'ont parfois qu'une seule solution, faire appel à la générosité publique. C'est une situation dramatique. Si notre système de santé aux États-Unis prenait vraiment soin des gens, je ne serais pas obligé de faire ça. À l'heure où Barack Obama tente d'imposer sa réforme de l'assurance maladie, tombola de quartier et appel aux dons sur Internet se multiplient dans le pays le plus riche du monde. Qui sont ces milliers d'Américains contraints d'organiser leur propre téléthon pour payer l'opération ou le traitement qui pourra sauver leur vie? Que se passe-t-il quand les malades ne peuvent plus régler les honoraires de leurs médecins ou les factures de leur hôpital? Voyage dans un monde sans sécu, où les patients sont des clients et la santé un business comme un autre. Nous retrouvons David après sa tournée de porte-à-porte chez les commerçants. Son oncle est guéri et il peut enfin sortir de l'hôpital. C'est un grand jour. Ça fait 2 mois et demi qu'il y est. Appuyé sur sa canne, Robbie est un homme affaibli et impatient. Je me sens bien. Quand je suis arrivé ici, je ne pouvais plus bouger. J'ai fait beaucoup de progrès. Je suis content d'aller mieux et de pouvoir rentrer chez moi. Ah, t'as vu? J'y arrive mieux que la dernière fois. La maladie est vaincue, mais maintenant, un autre combat commence. J'ai reçu plein de factures pour toi. Je ne sais pas pour combien il y en a. Ça me fait peur rien que d'y penser. Aux États-Unis, les honoraires sont libres et jamais affichés avant les soins. Alors tu as reçu la facture de l'anesthésiste, celle du chirurgien. En fait, chaque médecin t'a envoyé sa facture. Et ce n'est pas facile de s'y retrouver. Je ne sais même plus ce qu'ils m'ont fait, cela. Une facture d'anesthésiste à 2 475 $, soit 1 800 €. 9 380 $ de frais d'hôpital, soit 7 000 €. Au total, il y en a pour plus de 15 000 €. C'est ridicule, mais on ne peut rien y faire. J'ai l'impression que chaque infirmière qui a fait ma toilette m'a envoyé une facture. Vous pouvez avoir travaillé toute votre vie et vous retrouver à l'hôpital avec une montagne de factures à payer. Là, vous perdez tout ce que vous avez mis des décennies à gagner. Tout ça parce que vous êtes tombé malade.
Robbie n'a pas d'argent à la banque. Et depuis qu'il est malade, cet artisan soudeur a été obligé de réduire ses journées. Avec 800 € de salaire mensuel, impossible pour lui de se payer une assurance santé. L'assurance me demande 700 € par mois. C'est presque tout mon salaire qui y passerait. Et en plus, je dois rembourser le prêt de ma maison. La réforme du système de santé lancée par Barack Obama est entrée en vigueur après l'hospitalisation de Robbie. L'artisan n'a donc rien à en attendre. Si Robbie ne trouve pas de quoi payer ses factures, il devra vendre sa maison. Situation fréquente aux États-Unis. C'est pour éviter d'en arriver là que son neveu fait appel à la générosité des habitants de sa ville. Quelques jours plus tard, nous les retrouvons pour la grande tombola. C'est 15 € pour la tombola et 3 € pour gagner un prix supplémentaire. Au total, avec le ticket d'entrée, chaque participant débourse 40 €. Ici, il y a des amis de Robbie et des gens qui ont simplement entendu parler de l'événement. Ça fait plaisir de te voir. Robbie est ému. Sa famille, ses amis et même des inconnus. Plus de 200 personnes se sont déplacées pour qu'il puisse payer ses factures. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. C'est plus que ce que j'espérais. Je suis aux anges. Des dons privés qui pallient l'absence de système public de remboursement des soins. C'est super. Aux États-Unis, cela ne choque personne. Marc, tu as gagné. Quelle surprise. Sympa d'avoir participé, merci. On se bat tous pour notre santé. C'est dur. Il faut qu'on s'aide les uns les autres. Recevoir l'aide de sa famille, de ses amis, c'est devenu banal ici. On doit être solidaires. On était là au début de la journée et maintenant la bouteille est bien remplie. C'est une belle soirée. Bilan de la soirée, 8 000 € récoltés, de quoi payer la moitié de la facture d'hospitalisation. Pour réunir le reste de la somme, David et Robbie vont tenter d'élargir le cercle des donateurs au-delà de leur voisinage. Sur Internet, le neveu a publié cet appel aux dons. C'est le moyen le plus souvent utilisé pour toucher non plus seulement ses voisins et ses amis, mais tous les Américains. Une dizaine de sites spécialisés dans la levée de fonds médicaux sont nés sur la toile. Ils s'appellent Financez-moi, Prenez soin de moi, ou encore Donnez-moi. La solidarité online, un marché de la charité en plein essor aux États-Unis. Le site pionnier a été créé il y a 5 ans, il se trouve à Chicago. Sa fondatrice, Désirée Vargas-Reglé, est une jeune entrepreneuse. Elle en a eu l'idée après l'ouragan Katrina. Bonjour. Aujourd'hui, sa start-up emploie une vingtaine de personnes. Alors, vous avez de belles histoires aujourd'hui? Des histoires, il y en a plus de 10 000 sur le site. Des Américains de tous les âges, de toutes les communautés et qui souffrent de tous les maux. Comme Tineke, 27 ans, victime d'un accident de voiture. Meg, 53 ans, atteinte d'un cancer du sein. Ou Rendal, 54 ans, un père de famille qui ne peut pas payer la facture de son opération du genou. Les gens qui font appel à nous ont des problèmes de santé qui peuvent arriver à chaque famille américaine. À moins d'être millionnaire, n'importe quel Américain peut avoir besoin de nos services. Déposer une annonce en ligne est gratuit. Mais dès qu'un internaute fait un don, le site prélève une commission de 5%. C'est comme cela qu'il se rémunère. Pour que ce business soit rentable, le site doit enregistrer des milliers de dons chaque jour, attirer les Américains les plus généreux sur sa page d'accueil plutôt que celle des concurrents.
Pourquoi on n'essaye pas de faire quelque chose de plus visuel, qui nous permettrait de nous attacher au cas beaucoup plus vite? Nous cherchons les histoires émouvantes, celles qui nous arrachent le cœur. Par exemple, on a choisi la jeune Tamisha. Elle souffre d'un cancer du sein. Son histoire, c'est celle de milliers de jeunes femmes dans ce pays. Nous voulons toucher les visiteurs du site et leur dire « Regardez cette maman, ça pourrait être votre voisine, ça pourrait être vous. » Mais ce n'est pas choquant de gagner de l'argent avec la souffrance des gens? Il n'y a que vous, les journalistes, pour poser cette question. Sans nous, les gens ne pourraient pas récolter autant d'argent que ça. On est un vrai cadeau tombé du ciel pour eux. Désiré a donc embauché 8 coachs. Ils sont chargés d'aider les malades et leurs proches à susciter la générosité des donateurs. Parmi les histoires que suit Lokesh, celle d'un homme qui souffre d'une inflammation de la moelle épinière. En 5 jours, il n'a récolté que $225, 165 €. Il appelle la famille. Bonjour, je vous appelle pour vous donner quelques astuces pour votre appel aux dons. Je vous suggère d'ajouter une photo. Ça vous aiderait à obtenir plus de dons. En général, les gens qui mettent des photos ont de bons résultats. Cela crée une relation émotionnelle avec les donateurs. Ok, merci. Bon week-end. À vous aussi, au revoir. Sur cette deuxième annonce, la famille n'a mis qu'une photo du malade sur son lit d'hôpital et la description de son accident manque de détails. Je vous conseille de décrire davantage ce qui s'est passé, de créer une histoire émouvante pour tous ceux qui liront votre annonce. Ça sera très utile. Si vous avez des photos de sa vie d'avant, c'est encore mieux. Ça personnalise votre annonce et ça touche vos donateurs potentiels. Ok, merci. Lokesh et ses collègues appellent plus de 1000 personnes par mois, une stratégie commerciale payante. Depuis 2008, le site a réussi à lever plus de 70 millions d'euros de dons au profit de 100 000 Américains. Dans cette banlieue résidentielle de Minneapolis, une famille mise tous ses espoirs sur ce site internet. Allez, va sur le canapé. Il faut qu'on fasse ton traitement pour ta jambe, ok? C'est devenu un rituel. Installe-toi là. Tous les soirs, Christine prodigue elle-même à sa fille les soins médicaux dont elle a besoin. Depuis 1 an et demi, Claire, 5 ans, souffre d'une grave maladie qui déforme ses os. Je lui fais des ultrasons. Avec ça, on espère décoller la peau qui s'attache aux os. Ici et là. Regardez la différence de taille entre les deux pieds. Claire doit prendre plusieurs médicaments 2 fois par jour pour stopper l'avancée de la maladie. Tu sais que ça arrive. Stopper et non guérir. La maladie de Claire est incurable. Je ne veux plus prendre ça. Tu ne veux plus prendre ça? Pourquoi moi? Je ne sais pas pourquoi ça t'est arrivé à toi. Tu ne veux pas que ça s'aggrave? Pour Christine, il y a le désespoir, ne pas pouvoir guérir sa fille. Il y a aussi ces tensions qui pèsent sur elle, toujours plus lourdes, à chaque fin de mois. Le traitement lui coûte 900 € par mois. Christine pensait que son assurance privée allait tout prendre en charge, mais il n'en est rien. J'ai une franchise de 9 000 €. Ce qui veut dire que jusqu'à 9 000 € par an, je dois payer les traitements de Claire. C'est seulement au-delà de cette somme que l'assurance commencera à me rembourser le traitement. En France, les soins de Claire seraient totalement pris en charge par la sécurité sociale. Christine, elle, doit faire face aux dépenses de santé avec ses revenus. Malgré l'aide de son ex-mari, elle a bien du mal. Employée dans un club de gym à mi-temps, elle vit seule avec 2 enfants. On est dans un cercle vicieux dans ce pays. Quand on est malade, on va chez le médecin et on n'arrive plus à payer. Du coup, on ne va plus chez le médecin et on est encore plus malade.
Mais avec Claire, on n'a pas le choix. Il faut la soigner. Si Claire n'est pas soignée, elle aura du mal à marcher. Alors, Christine a lancé un appel aux dons sur le site internet. Elle a récolté 2 800 € en 6 mois. J'aurais sans doute dû renoncer à certains traitements pour Claire si je n'avais pas eu ces dons d'argent. Et je ne voulais pas faire ça à mon enfant, alors j'ai mis une annonce sur le site. Aujourd'hui, j'ai déjà récolté la moitié de la somme, ce qui est fabuleux. Sans les dons, Christine ne pourrait pas payer ses factures. Situation très banale. La santé est aujourd'hui la première cause d'endettement des ménages américains. Aux États-Unis, les malades sont des clients comme les autres. Et les hôpitaux, des entreprises privées qui n'hésitent pas à traquer les mauvais payeurs. Un métier à part entière que les médecins sous-traitent à des professionnels aux méthodes parfois brutales. Des cabinets de recouvrement de dettes qui n'ouvrent pas facilement leurs portes aux caméras de télévision. L'un d'entre eux officie dans l'Oklahoma depuis 43 ans. Dans ses bureaux modestes, une quinzaine d'huissiers qui travaillent par téléphone. Vous devez 800 €. Vous avez jusqu'à midi pour payer. Votre paiement a échoué. À l'autre bout du fil, des malades incapables de payer leurs frais médicaux. Le patron s'appelle Dave Herbert. Il travaille pour des hôpitaux de la région qui lui fixent des objectifs de recouvrement. C'est très bien, continue. En moyenne, dans notre profession, on arrive à récupérer 30% des dettes. Donc quand on passe en dessous, les hôpitaux nous disent « il y a un problème ». Quand on dépasse la moyenne, ils nous font un sourire et vont déposer leur chèque à la banque. Et vous êtes au-dessus ? On est plutôt bien. Sa méthode, ne jamais lâcher les patients. Chaque jour, Dave fixe un objectif à ses salariés. Aujourd'hui, ils doivent récupérer 10 000 €. Tu as réussi à joindre combien de personnes ? 12 personnes. Et t'as récupéré combien ? J'ai récupéré 1 000 €. Ok, c'est pas mal. Les résultats de chacun sont affichés sur le mur. En fonction de leur performance, les recouvreurs de dettes médicales reçoivent un bonus en plus de leur salaire. À ce petit jeu-là, la meilleure c'est Kay. Redoutable négociatrice rompue à cet exercice depuis 10 ans. Je vois que vous n'avez toujours pas payé vos frais médicaux. Il y en a pour 6 000 €. J'ai appelé l'assurance il y a 2 semaines. Elle m'a dit qu'il paierait. Au téléphone, un étudiant qui s'est blessé au genou. Mais monsieur, à ce jour, ça n'a pas été payé. Et c'est bien le problème, monsieur. Il ment. Désolé, mais il ment. Kay sort son arme fatale. Elle va inscrire le patient sur le registre national des mauvais payeurs. C'est une lourde sanction aux États-Unis. Toutes les banques consultent ce registre avant d'accorder un prêt. C'est un outil très efficace. Les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite, puis ils voient les répercussions sur leur vie quotidienne plus tard. Quelques semaines passent, et ces mêmes gens, comme lui là, qui m'ont mal parlé et qui m'ont raccroché au nez me rappellent. Ils me disent « Oh, j'ai besoin d'acheter une maison, on peut négocier la facture ?» Et là je leur réponds non. « Désolé, faut tout payer. » Et maintenant? La méthode est radicale. Le patron de Kay se justifie en incriminant les mauvais payeurs. Quand les gens ne payent pas leurs factures, c'est une perte de revenus importante pour les hôpitaux. Du coup, ils sont obligés de maintenir des prix élevés. Et les gens qui payent leurs factures se retrouvent à payer pour les autres. L'an dernier, malgré la pression exercée par les huissiers, 30 milliards d'euros de factures n'ont pas été réglées aux hôpitaux. Alors, certains établissements sont allés encore plus loin pour faire payer les patients. Bruce Folken, 64 ans, est un heureux retraité du Minnesota. Mais il y a un endroit devant lequel il n'aime pas passer.
l'hôpital de sa ville. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je repense à cette journée où je me suis senti si mal. La patte du gain dans ce business m'a fait perdre toute confiance dans le système de santé américain. C'était il y a 2 ans, mais Bruce et sa femme s'en souviennent comme si c'était hier. Ce jour-là, il est admis aux urgences, victime d'une crise cardiaque. À moitié conscient, il entre en salle d'observation, entouré par l'équipe médicale, mais pas seulement. J'étais allongé, sous perfusion, quand soudain une femme est entrée dans la pièce et m'a demandé « Comment allez-vous payer ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle m'a dit « Vous devez payer maintenant. » Et à ce moment-là, vous savez à quoi je pensais? Pardon. Je pensais à ma femme, mes enfants et à mes petits-enfants. Je ne pensais pas à comment j'allais payer mes frais médicaux. J'étais nerveux. Je venais de faire une crise cardiaque. J'avais peur de mourir. Pour éviter que Bruce ne parte sans payer, l'hôpital exige un premier acompte de 350 €. Je me suis dit que si je ne payais pas, ils arrêteraient de me soigner et mon état empirerait. C'était une situation embarrassante. Vous êtes allongé en sous-vêtements et tout d'un coup, on vous demande de sortir votre carte de crédit. C'est vraiment pas le moment. En lisant la presse locale, Bruce découvre que des dizaines de patients ont, comme lui, été sommés de payer alors qu'ils étaient au plus mal. Ils parlent tous de harcèlement. Avec d'autres victimes, Bruce porte plainte. L'enquête révèle que l'hôpital a autorisé les salariés d'une société de recouvrement à s'immiscer jusqu'au chevet de ces malades. L'affaire prend rapidement une ampleur nationale. La société Accretive est l'un des plus importants collecteurs de dettes du pays. Une mission d'enquête parlementaire est créée. 20 patients viennent témoigner des pratiques d'Accretive. Il m'a demandé de payer 600 €. Je n'en revenais pas qu'il me demande ça alors que j'étais encore allongée sur un brancard. On m'a tendu un papier et c'était une facture. La procureure de l'État dresse un réquisitoire sans ambiguïté. La société n'avait pas le droit d'orchestrer ce type de collecte à l'intérieur de l'hôpital. Elle a violé la loi sur les pratiques des collecteurs de dettes et la loi sur le respect de la vie privée des patients. Face au scandale, les dirigeants de l'hôpital et de la société Accretive sont obligés de faire des excuses publiques. À tous les patients qui ont eu affaire à nos salariés qui ont manqué de compassion et de professionnalisme, nous présentons nos plus sincères excuses. Après 10 mois d'investigation, Accretive est contrainte d'indemniser ses victimes et leur verse 2 millions € de dommages et intérêts. Les dirigeants de l'hôpital, eux, s'en sortent sans condamnation. Ni eux, ni les patrons de la société de recouvrement n'ont répondu à nos demandes d'interview. Le scandale Accretive, symbole des excès d'un système de santé qui partage l'Amérique en deux. Celle des ménages qui peuvent payer pour se soigner et celle des Américains qui ne peuvent plus suivre l'inflation des dépenses médicales. En 20 ans, elles ont été multipliées par 3. Au cœur du Midwest, dans ce modeste hôpital, un médecin s'est rendu célèbre dans tout le pays pour avoir dénoncé le coût des soins aux États-Unis. Le credo de cet anesthésiste, la santé à juste prix. Je vous vois tout à l'heure, vous êtes entre de bonnes mains. Un credo que Keith Smith met en pratique dans son établissement, dont les tarifs attirent aujourd'hui des patients venus de tous les États-Unis. Ce patient va subir une opération du coude qui coûte 2 700 €. Dans un grand hôpital, cela coûterait entre 20 et 30 000 €. Les grands hôpitaux facturent cher car ils sont là pour gagner de l'argent. Nous, on pratique des prix honnêtes. On fait payer le vrai prix avec un profit raisonnable et pas indécent. Pour cela, il a rationalisé l'organisation au maximum. Et les économies se nichent dans les moindres détails. Regardez comme on est efficace.
Le staff est en train de nettoyer la pièce, même si l'opération n'est pas terminée. Dans un grand hôpital, ça prendrait entre 45 minutes et 1 heure. Les chirurgiens estiment qu'ils font 2 à 3 fois plus d'opérations que dans un hôpital classique. Un rythme d'opération soutenu, mais jamais au point de mettre la santé des patients en jeu. Cet hôpital low cost n'a jamais été épinglé pour des problèmes d'hygiène ou de sécurité. Des opérations moins chères mais plus nombreuses. Au final, les médecins gagnent un salaire équivalent à celui qu'ils toucheraient dans un grand établissement. Pour les patients, pas de traitement inutile, pas de facture surprise. On n'utilise pas les médicaments dont on n'a pas besoin. Souvent, les grands hôpitaux en donnent plus parce qu'ils facturent à l'unité. Nous, on ne fait pas ça. Afin de dénoncer les tarifs des grands hôpitaux, il a publié les siens sur son site internet. Pour connaître le prix d'une opération du genou, de la hanche ou du pied, un clic suffit. Transparence totale, une révolution aux États-Unis. Vous voyez là, l'opération du coude, c'est 2 700 €. On veut montrer que le vrai coût des soins n'est pas si élevé. Les prix pratiqués aux États-Unis sont ridicules. Les patients se font arnaquer. Nous, on veut inciter les autres hôpitaux à afficher leurs tarifs et encourager la concurrence dans ce pays qui a désespérément besoin que les prix baissent. Pour l'instant, Kiss est le seul de son État à pratiquer la transparence et des prix aussi bas. L'an dernier, son hôpital low cost a attiré plus de 6 000 patients venus de tous les États-Unis. Et quelques nouvelles des personnes que nous avons suivies dans ce document. Claire a besoin d'équipements orthopédiques pour son pied gauche. Sa famille a lancé un nouvel appel aux dons sur Internet. Quant à Roby, lui, il a pu payer ses factures grâce à l'argent récolté toujours sur Internet. Enfin, depuis l'entrée en vigueur en janvier dernier de la réforme du système de santé voulue par le président Obama, eh bien, plus de 7 millions d'Américains ont pu avoir accès à une assurance santé plus abordable.